Bonsoir à tous, vous regardez l'édition récapitulative de la semaine. Je suis Hasmi Karakelian. Au sommaire ce soir, Paris, le Premier ministre arménien au Forum de la paix lie les élections à l'avenir de la région. Nous aurons l'analyse de l'expert Gérard Bardy. Mémoire, l'histoire tragique d'Andriy Sabi, l'ami français dont les cendres reposent en Artsakh, une terre désormais inaccessible. Yerevan, l'Arménie face à l'Europe. L'Assemblée Euronest a révélé un soutien de façade et des fractures profondes sur les prisonniers politiques. Décryptage. Francophonie, nous recevrons Mohamed Kettata, acteur clé de la francophonie universitaire. Un signal clair, calculé et sans équivoque a été envoyé cette semaine depuis Bakou, alors que l'Arménie se prépare à accueillir un événement diplomatique majeur, le sommet de la communauté politique européenne en mai 2026. La réponse à l'invitation adressée au président azerbaïdjanais vient de tomber par voie de presse. Selon des sources diplomatiques citées par les médias azerbaïdjanais, Ilham Aliyev ne prévoit pas de se rendre à Yerevan. La raison invoquée est une leçon de realpolitik. Une visite présidentielle, explique ses sources, ne peut être qu'une consécration et non un outil de négociation. Alors, décryptons ce message. En jugeant une telle visite prématurée, Bakou pose ses conditions de manière implacable. Premièrement, il signifie que la normalisation ne se fera pas par des gestes symboliques ou des poignées de main devant les caméras européennes, mais uniquement après l'application de ce que l'Azerbaïdjan considère comme des actions réelles. C'est une manière de dire que l'ère des pourparlers est terminée et que seule l'exécution compte. Deuxièmement, en liant toute visite future à la signature et à la mise en œuvre d'un traité de paix, Bakou maintient une pression maximale sur Yerevan. Le message est double. Non seulement le traité doit être signé, mais ses mécanismes pratiques en termes qui incluent très probablement la question des corridors et de la démarcation, selon les termes azerbaïdjanais, doivent être opérationnels. Une visite d'Aliyev à Yerevan n'est donc pas un moyen de construire la paix, mais la récompense finale une fois que l'Arménie aura rempli toutes les conditions. Cette posture contraste fortement avec l'approche arménienne. Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan avait confirmé que les présidents Aliyev et Erdogan avaient bien été invités dans l'espoir de faire de ce sommet une plateforme de dialogue régional. Ce refus azerbaïdjanais est donc bien plus qu'une simple question de protocole. Il définit les règles du jeu pour les mois à venir. La paix ne se construira pas sur un pied d'égalité, mais selon un agenda dicté par le vainqueur. Loin d'être une porte fermée, c'est une feuille de route imposée où chaque pas de l'Arménie sera scruté et où les symboles ne viendront qu'après les concessions. Un autre point important, la semaine coulante, Yerevan était au cœur de la diplomatie européenne en accueillant l'Assemblée parlementaire Euronest. Mais derrière les discours officiels, une fracture profonde a éclaté, révélant les tensions qui secouent le processus de paix arméno-azerbaïdjanais. Au centre de la controverse, une proposition de l'opposition arménienne visant à inscrire dans une résolution le droit au retour des Arméniens déplacés de force de l'Artsakh et la libération immédiate des prisonniers détenus à Bakou. Une initiative qui a échoué. Pourquoi, selon l'opposition, les députés de la majorité arménienne se sont abstenus, voire ont manœuvré en coulisses pour faire échouer le vote? Pour le pouvoir en place, cette demande est jugée irréaliste et risquerait de provoquer un nouveau conflit, alors même que la paix est, selon ces termes, déjà établie. Cet épisode soulève des questions fondamentales. Le gouvernement arménien a-t-il renoncé au droit au retour du peuple d'Artsakh au nom de la paix?
La libération des prisonniers est-elle encore une priorité ou est-elle sacrifiée sur l'autel de la normalisation? Et pendant ce temps, quelle est la réalité de ces prisonniers détenus depuis plus de 2 ans dont les procès se déroulent loin de tout regard international? Entre accusations de trahison de la part de l'opposition et pragmatisme revendiqué par le pouvoir, nous décryptons ce soir les dessous d'une bataille diplomatique qui se joue sur le dos des droits humains. L'initiative proposée par l'opposition à Euronest concernant le droit au retour des Arméniens déplacés de force de l'Artsakh et le rapatriement des prisonniers n'a pas été adoptée. Selon Armagnes et Goyan, les députés de la majorité se sont abstenus. La question du retour des personnes déplacées de force de l'Artsakh n'est pas à l'ordre du jour et pourrait devenir une source de nouveaux conflits. Forcer l'Azerbaïdjan à libérer immédiatement les prisonniers de guerre et autres détenus, nous ne sommes pas contre cette initiative, ni contre la garantie du retour en toute sécurité dans leur patrie des personnes déplacées de force du Haut-Karabakh. Cependant, à l'heure actuelle, l'Arménie, le gouvernement arménien et les responsables de la politique étrangère de l'Arménie ne présentent pas une telle demande à l'Azerbaïdjan. Selon le député de l'opposition Arthur Rachatrian, 6 signatures étaient nécessaires. Ils en avaient obtenu 2 du Parlement européen et d'autres personnes avaient exprimé leur volonté de signer, mais que s'est-il passé ensuite ? Et voilà que quelques minutes avant le vote, on a commencé à m'écrire pour me dire « Tu sais, votre gouvernement, les députés de la majorité prennent des mesures pour que cet amendement ne passe pas. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que non seulement ces autorités se sont résignées au nettoyage ethnique, mais qu'en plus, elles empêchent les habitants de l'Artsakh de rentrer chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Si un habitant de l'Artsakh veut revenir, faut-il lui dire « Non, nous ne soulèverons pas cette question » ? Nous sommes actuellement dans un processus de paix. Et selon Yegoyan, une telle démarche n'est pas réaliste. Selon le même principe, si l'autre partie nous disait la même chose, nous le percevrions comme un conflit. Il n'est pas réaliste de demander une telle chose maintenant, surtout sous le contrôle ou la protection de forces internationales. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pour parler plus simplement, il s'agissait, en d'autres termes, d'une sorte de mission de maintien de la paix. Nous comprenons tous, eux aussi comprennent, vous comprenez et je comprends que c'est irréaliste. Et même si nous imaginions qu'une telle chose puisse être théoriquement discutée, nous ne soulèverons pas cette question maintenant. Mais ce n'est pas le cas. Mais si on nous disait la même chose, par exemple, vous ne percevriez pas cela comme un conflit, et vous auriez raison, bien sûr. Que dites-vous à cet État? Vous dites que vous exigez d'amener des forces internationales sur le territoire de leur pays. N'est-ce pas un conflit? Rachatrian estime qu'il ne faut pas se soumettre aux exigences de l'Azerbaïdjan, mais utiliser toutes les plateformes possibles pour faire valoir les droits légitimes des Arméniens. Toutes les structures dans l'ensemble doivent accroître la pression sur l'Azerbaïdjan. Peuvent-ils le faire? Bien sûr, Euronest d'un côté, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE d'un autre, le Parlement européen d'un autre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'un autre et d'autres structures encore pour que l'Azerbaïdjan assure enfin le retour dans leur foyer des Arméniens qu'il a soumis au nettoyage ethnique. Telle est la réalité. Vous savez, j'ai l'impression que nous parlons de quelque chose dont nous savons d'emblée que c'est impossible. Mais alors pourquoi en parlons-nous? Expliquez-moi. L'autre question, celle des prisonniers, à laquelle le gouvernement n'était pas opposé, n'a pas été adoptée dans le même paquet. Rachatrian s'étonne. Pourquoi n'ont-ils pas proposé de la dissocier, pour au moins voter en sa faveur? Cela fait plus de 2 ans que les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh et d'autres prisonniers sont dans les prisons azerbaïdjanaises. Les médias azerbaïdjanais publient périodiquement des extraits de photos et de vidéos des audiences. Il y a 3 niveaux de travail. Le travail politique, le travail juridique et le travail médiatique et public pour que cette question, en particulier celle des otages, reste visible, qu'elle soit dans la presse internationale, ce qui est plus difficile, qu'elle soit dans la presse arménienne, dans la société, pour qu'on sache que ce problème n'est pas résolu. Aujourd'hui, ce sont nos frères, ils doivent rentrer à la maison et nous devons tout faire pour les ramener ici, en liberté. Bakou exerce des pressions sur plus de 20 prisonniers arméniens avec diverses accusations et depuis septembre de cette année, sans la supervision de la Croix-Rouge. Le président du Conseil central des Arméniens d'Allemagne, Jonathan Spangenberg, estime qu'il faut adopter une approche spécifique pour chaque individu. Le plus important, c'est aussi la pression politique, car aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une occasion, par le biais de Trump, d'exercer une véritable pression.
Ruben Vardanyan a un nouvel avocat. Il s'est séparé du précédent car il était de manière générale mécontent du déroulement du procès. De son côté, le gouvernement déclare qu'il travaille au retour des prisonniers, mais ne communique pas dessus car il n'y a pas encore de résultat. Simone Hovhannissian, Diana Karapetian et Gevorg Sianossian, Repen Media. Mais la réunion d'Euronest ne s'est pas limitée à cela. La veille même de cet événement, une autre dynamique se mettait en place. Devant l'Assemblée Euronest, les messages de soutien de Bruxelles ont été forts, promettant un appui total à une éventuelle candidature à l'Union européenne. Mais derrière cette façade, la réalité s'est avérée bien plus complexe. D'abord, la réalité régionale, avec le boycott de l'Azerbaïdjan et les critiques de la Géorgie. Ce sommet a surtout souligné l'isolement de l'Arménie dans son propre voisinage. Ensuite, et c'est le point crucial, la réalité interne. Alors que le gouvernement arménien parlait de paix et de coopération, des voix s'élevaient à quelques mètres de là pour dénoncer un recul démocratique et la détention de prisonniers politiques. Une critique sévère reprise par des parlementaires européens eux-mêmes. La question centrale de cette semaine n'est donc plus seulement de savoir si l'Europe veut de l'Arménie, mais si l'Arménie peut répondre aux exigences de ce rapprochement. Ce sommet devait être une célébration. Il s'est transformé en un véritable test de crédibilité pour la démocratie arménienne. Analyse d'une semaine où les promesses se sont heurtées aux réalités. Erevan est devenu le centre de la politique européenne cette semaine, accueillant la 12e session plénière de l'Assemblée parlementaire Euronest. La délégation azerbaïdjanaise a refusé de participer, argumentant que les déclarations du Parlement européen portent atteinte à la souveraineté de l'Azerbaïdjan. De son côté, le président du Parlement géorgien a qualifié la session de farce, accusant le Parlement européen de soutenir l'opposition géorgienne. Depuis la tribune de l'Assemblée, des messages de soutien clairs mais aussi des critiques ont été adressés à l'Arménie. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les rues d'Arménie. Je ne suis pas là pour porter un jugement, mais je vois des policiers qui arrêtent des citoyens. Si ces arrestations ont lieu parce que des gens ont exprimé une opinion sur les réseaux sociaux, alors c'est devenu une méthode systématique. Dans une démocratie, on n'emprisonne personne, pas même une seule personne pour ses opinions. Prenez l'exemple d'Istanbul. Si les autorités arméniennes aspirent réellement à obtenir le statut de candidat à l'Union européenne, elles doivent impérativement être vigilantes sur ces questions. Le vice-président du Parlement européen, Yunus Omarjee, s'exprimant au nom de la présidente Roberta Metsola, a déclaré la disposition de l'Union européenne à soutenir l'Arménie sur la voie de l'adhésion. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre tous ceux qui croient en la liberté et la démocratie. Les décisions de l'Arménien, notamment celles prises récemment, sont extrêmement importantes. L'Arménie a adopté une loi historique, envoyant un message clair et puissant. Elle voit son avenir au sein de l'Europe. Le Parlement européen est prêt à soutenir l'Arménie sur ce chemin historique, si vous décidez de présenter officiellement votre candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Alen Simonian, a noté que bien que la paix soit déjà établie, des problèmes humanitaires non résolus subsistent. L'adoption de la déclaration et le paraphe de l'accord signalent que la paix est déjà établie. Malgré cela, plusieurs questions humanitaires restent en suspens. La question des personnes détenues en Azerbaïdjan, les prisonniers de guerre, est un problème sérieux qui doit trouver une solution. Une autre priorité humanitaire importante est la clarification du sort des nombreuses personnes portées disparues. À l'occasion de la présence des députés européens, un groupe de citoyens s'est rassemblé devant l'Assemblée nationale pour protester contre la présence et l'abondance de prisonniers politiques dans le pays. Nous sommes ici pour exiger votre réaction et des actions concrètes. Nous vous demandons de ne pas rester indifférents. Rendez visite aux personnes qui se trouvent actuellement dans les prisons arméniennes. Nous avons plus de 15 prisonniers politiques. À l'occasion de la présence des députés européens, un groupe de citoyens s'est rassemblé devant l'Assemblée nationale pour protester contre la présence et l'abondance de prisonniers politiques dans le pays. Notre première attente envers nos partenaires européens et les institutions européennes, dont le but est de garantir les droits de l'homme et de surveiller leur état, est de ne pas falsifier la réalité. Ne falsifiez pas les valeurs dont vous faites partie. L'indifférence des institutions et des responsables européens envers nos citoyens est clairement orientée. Je suis ici pour qu'il y ait une personne de plus, pour que les députés européens voient qu'une personne de plus est là, que nous soyons peu nombreux ou nombreux, que notre voix soit entendue.
Alain Simonian a conclu en soulignant que l'Arménie poursuit ses travaux préparatoires pour accueillir 2 grands événements internationaux en 2026, le sommet de la Communauté politique européenne et la conférence des Nations unies sur la biodiversité. La capitale française a accueilli ce mercredi 29 et jeudi 30 octobre la 8e édition du Forum de Paris sur la paix au Musée national de l'homme et de la marine. Initié en 2018 par le président Emmanuel Macron, ce rendez-vous annuel de la gouvernance mondiale a rassemblé près de 3000 participants, chefs d'État, représentants d'ONG, entreprises et experts universitaires. Cette année, face à une situation internationale particulièrement tendue, le forum a mis un accent particulièrement sur la recherche de solutions à la paix, alors que le nombre de conflits dans le monde a doublé en 15 ans. Les débats qui se sont tenus au palais de Chaillot ont porté sur les défis les plus urgents réunissant des acteurs du Nord comme du Sud pour tenter de trouver des réponses multilatérales au désordre mondial. À Paris, lors du Forum sur la paix, Nicole Pachinian a parlé des prochaines élections législatives, affirmant qu'elles sont cruciales pour le processus de paix. Il a de nouveau avancé sa thèse selon laquelle l'année prochaine, les citoyens arméniens devront choisir entre la paix et la guerre. À Paris, le Premier ministre arménien a rencontré Emmanuel Macron ainsi que le représentant spécial de l'Union européenne qui a d'ailleurs déclaré que Nicole Pachinian, que l'Union européenne apprécie hautement les efforts du gouvernement arménien dans la direction des réformes visant à la protection des droits de l'homme. C'est en France que Pachinian a affirmé que les élections de 2026 sont importantes pour la paix, en mettant en avant l'idée que l'année prochaine, les citoyens arméniens choisiront entre la paix et la guerre. Les élections de 2026 sont cruciales pour la paix, a déclaré Nicole Pachinian en France, reprenant sa thèse selon laquelle les citoyens arméniens devront choisir l'année prochaine entre la paix et la guerre. Lors du 8e Forum de Paris sur la paix, le Premier ministre a parlé de la paix déjà établie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la qualifiant de changement historique. Nous avons la paix, et c'est une réalité. C'est un changement historique non seulement dans nos relations bilatérales avec l'Azerbaïdjan, mais aussi pour notre région dans son ensemble. Malgré les critiques fréquentes selon lesquelles la route proposée par Trump ne profite qu'à l'Azerbaïdjan, Pachinian estime que le projet TRIP est important non seulement pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour l'Arménie. Il espère également des développements positifs dans le processus de normalisation avec la Turquie. Je pense que nous arrivons à un point où nous aurons des relations diplomatiques complètes, des frontières ouvertes et une coopération économique et politique. Pachinian a également abordé la demande de l'Azerbaïdjan de modifier la constitution arménienne. Selon lui, en 2024, la Cour constitutionnelle d'Arménie a statué que la constitution arménienne ne contient aucune revendication territoriale envers un quelconque voisin. De plus, le texte de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan contient de nombreuses dispositions stipulant que les parties n'ont pas de revendication territoriale l'une envers l'autre et s'engagent à ne pas en présenter à l'avenir. Pour clore et résoudre tous ces sujets, il suffit de signer et de ratifier le traité de paix. Après cela, il acquérera la plus haute force juridique et il n'y aura plus lieu à d'autres interprétations. Pendant le forum, Pachinian a également rencontré la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, et le président de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique avant de participer à un dîner officiel au Palais de l'Élysée. Cette année, le Forum de Paris sur la paix a réuni les dirigeants d'une trentaine de pays. Le thème principal des discussions était la paix mondiale et la coopération. Mais concrètement, que rapportent de tels forums? Selon l'internationaliste Grigor Balassanian, ce sont plutôt des événements symboliques qui, en fin de compte, ne résolvent aucun problème. Pire encore, ils sont parfois immédiatement suivis d'opérations militaires. L'exemple le plus récent est le sommet pour la paix de Sharm el-Sheikh, qui s'est tenu il y a 2 semaines. C'est ce qui s'est passé à Gaza et naturellement la même chose se produit lors d'autres conférences. C'est simplement la forme acceptée. Tout le monde doit parler avec un visage bienveillant de l'importance de la paix pour que les gens ne meurent plus. Mais dans la vie réelle, la politique qu'il mène conduit chaque jour à de nouvelles et plus nombreuses victimes dans le monde entier. Alors pourquoi parle-t-on autant de paix ces derniers temps? Balassanian pense que sous ce prétexte, on tente d'avancer les méga-projets qu'il n'a pas été possible de réaliser au cours des derniers siècles.
Il s'agit de l'autoroute Trump dans notre région, mais aussi dans d'autres régions. Maintenant, cela est présenté comme une étape qui apportera la paix dans la région, et ces déclarations et ce mot de paix sont en substance compréhensibles pour les peuples locaux, et ils ne pensent plus aux conséquences qui pourraient découler de la mise en œuvre de ces projets. Selon l'expert, chacun attend de cette paix ce dont il a besoin. Pachinian, un vote aux élections de 2026, l'Azerbaïdjan et la Turquie, une route qui leur convient, Trump, un grand accord, des intérêts commerciaux et un prix Nobel de la paix. Mary Danielian, Reopen Media. Je voudrais maintenant vous parler de noms que chaque Arménien devrait connaître et prononcer avec un profond respect. Jean-Henri Sabi. Henri Sabi était un grand ami du peuple arménien, un ancien député français et européen. Mais il fut bien plus que cela. Il fut le principal artisan de la reconnaissance du génocide des Arméniens par le Parlement européen le 18 juin 1987 et un défenseur infatigable des droits du peuple du Haut-Karabakh. Il nous a quittés en 2011, mais peu de gens connaissent son ultime geste. Le plus intime dans son testament, il a exprimé le souhait que ses cendres soient partagées entre trois terres qui lui étaient chères, la France, l'Arménie et l'Artsakh. Son engagement pour la justice et la cause arménienne était si total, si profond qu'il considérait ces terres comme ses patries. Aujourd'hui, une partie de ses cendres repose dans sa ville natale de Toulouse, une autre au Panthéon d'Erevan. Mais la partie la plus douloureuse de cet héritage est celle devant laquelle les Arméniens ne pourront plus déposer de fleurs. Ces cendres qui se trouvent en Artsakh, aujourd'hui sous occupation azerbaïdjanaise. La veille, une équipe de notre rédaction est allée se recueillir sur sa tombe et y a déposé des fleurs. Arménie. Dans le panthéon de la ville d'Erevan, une allée mène à une tombe singulière parmi des centaines d'autres, celle d'un ami du peuple arménien au sens le plus littéral du terme, Jean-Henri Sabi. Député européen français. C'est sous son impulsion qu'en 1987, après un long combat, le Parlement européen a adopté une résolution reconnaissant le génocide arménien. Un premier pas majeur et retentissant vers la reconnaissance internationale. Fervent défenseur du droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh, son attachement à la cause arménienne était tel qu'il a souhaité dans son testament que sa sépulture soit repartie entre l'Artsakh, l'Arménie et la France. Une histoire digne d'un film qui illustre les liens profonds entre les peuples arméniens et français. Ancien président du groupe socialiste au Parlement européen, Henri Sabi est décédé il y a 11 ans, le 16 juin. 3 mois plus tard, une partie de ses cendres était inhumée au mémorial de Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, tout près de la tombe d'Arthur Mkrtchyan, le premier président de la République. Le choix de ce lieu pour l'inhumation d'Henri Sabi n'est pas le fruit du hasard. Dans un avenir proche, un mémorial dédié aux victimes du génocide arménien doit s'élever à proximité de cet endroit. Par ce geste symbolique, Henri Sabi entendait prouver que son combat se poursuivrait par-delà la mort. Car pour lui, la reconnaissance du génocide n'était pas seulement une question arménienne, mais une lutte pour les valeurs universelles. C'était son domaine, l'étude des génocides, et il ne s'intéressait pas seulement au génocide des Arméniens, mais aussi à celui du Rwanda et à tous les autres. Il considérait qu'il était de son devoir de lutter pour la justice. Je lui suis reconnaissant d'avoir défendu notre cause avec une telle ferveur. Poser un tel acte dans son testament, vous imaginez à quel point il aimait les Arméniens? C'est un véritable symbole de dévouement. C'est stupéfiant.
L'histoire a déjà inscrit le nom d'Henri Sabi aux côtés de ceux d'Anatole France ou de Fridtjof Nansen, ces grandes figures qui ne sont pas restées indifférentes face aux crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, avec la perte de l'Artsakh, ce ne sont pas seulement les Arméniens qui ont perdu leur lieu de mémoire, mais aussi les Français. Car au cœur de Stepanakert repose désormais le souvenir d'un grand homme politique né et mort à Toulouse, un bienfaiteur du peuple arménien, Henri Sabi. Hasmi Karakelian, Reopen Media. Le destin exceptionnel d'Henri Sabi que nous venons de voir soulève une question fondamentale. Comment une cause, celle de la reconnaissance d'un génocide, passe-t-elle de l'ombre des archives à la lumière des parlements? Pour analyser ce processus complexe, nous recevons ce soir l'un des grands observateurs de la vie politique et médiatique française, Gérard Bardy, ancien journaliste à l'AFP et au Monde et biographe reconnu du général de Gaulle. Il a suivi de près ce combat mémoriel. Avec lui, nous évoquerons la portée de cette reconnaissance de 2001, mais aussi l'actualité brûlante avec le Forum de Paris sur la paix qui vient de s'achever. Est-ce que ces grandes rencontres diplomatiques peuvent encore aujourd'hui avoir l'impact qu'a eu le vote arraché par Henri Sabi en 1987? Gérard Bardy, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. La France a reconnu le génocide des Arméniens en 2001 et a joué un rôle majeur dans sa reconnaissance en Europe. En tant que journaliste, vous avez été le témoin de ce processus. Quelle a été la réaction de l'opinion publique française à cette époque et comment la perception de ce sujet a-t-elle évolué en France aujourd'hui? Le processus de reconnaissance par la France a été long, puisque dès le début des années 80, il y a eu des projets de loi, des demandes qui émanaient non seulement des associations arméniennes, mais aussi des parlementaires qui voulaient faire avancer ce dossier. Et puis il y avait des controverses parce qu'on ne voulait pas se fâcher avec la Turquie, qu'il y avait en France comme en Europe de l'Ouest beaucoup de travailleurs turcs qui venaient notamment dans l'industrie automobile. Alors on repoussait d'année en année. Et puis finalement, il faut citer son nom, car c'est Henri Sabi qui s'est saisi du dossier. C'est un parlementaire européen, socialiste, qui a été élu de 1981 à 1989. Et c'est lui qui a été le principal artisan, parce que comme ça ne passait pas en France, il a choisi de faire reconnaître le génocide arménien en juin 1987 par le Parlement européen. Et là, ça a donné quand même un élan. Mais il a encore fallu attendre janvier 2001 pour que le Parlement français vote une loi. Et je me souviens très très bien de Jacques Chirac, avec qui j'avais parlé de ce sujet alors qu'il était président de la République en 2001. Et qui m'avait dit « mais c'est long, on n'y arrive pas ». Et finalement, c'est passé et depuis, je crois que ça ne pose aucun problème, que la communauté arménienne étant tellement bien accueillie en France, où elle n'a jamais posé le moindre problème, qu'aujourd'hui, tout naturellement, c'est entré dans le paysage politique et français. Je voulais justement parler d'Henri Sabi et vous venez de citer son nom. Alors, qu'est-ce qui a motivé un député français, un député socialiste à embrasser avec autant de ferveur la cause arménienne à une époque où ce n'était pas encore un sujet central de la politique européenne? Alors, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est que il a saisi, avec d'autres, c'est lui qui a été le leader, le meneur de cette équipe, mais il y avait plusieurs parlementaires et des socialistes comme lui, qui était un militant de longue date, un syndicaliste, un homme engagé, mais il y avait aussi des parlementaires de la droite qui étaient favorables à cette reconnaissance. Et encore une fois, comme ça butait en France, qu'il y avait des obstacles en France,
lui, avec d'autres, se sont dit, bon, on va passer par le Parlement européen. Alors, pourquoi lui? Je crois que d'une part, c'était un fils d'immigrés, il était originaire d'Espagne, il avait à cœur de faire reconnaître les communautés étrangères installées en France. Mais vous savez, la conscience de cette nécessité de reconnaître le génocide arménien, ça remonte à la fin de la guerre en France. Ça remonte à Manouchian. Manouchian. Vous dites Manouchian, Mishak Manouchian, qui a été ce héros de la résistance française, qui a pris la tête d'un groupe de résistants étrangers vivant en France pour défendre le drapeau français, pour défendre la France. Et à partir de ce moment-là, il faut rappeler que Mishak Manouchian et 24 de ses camarades ont été arrêtés par les Allemands et fusillés en 1944 sur une colline qui s'appelle le Mont Valérien qui domine Paris. Et ils sont devenus des héros. Et on leur a même consacré un film qui s'appelle L'Affiche rouge. Oui. Et alors, je crois que la cause arménienne, elle a beaucoup avancé à partir de la conduite héroïque de Manouchian. Et que après, c'est venu, il y a eu des demandes, bien sûr, de la communauté arménienne en France, qui n'est pas immense, mais qui est quand même conséquente. Et il a fallu que des parlementaires, petit à petit, s'en saisissent. Bon, il y avait sans doute d'autres urgences. Et puis, encore une fois, ce risque de créer des difficultés relationnelles diplomatiques avec la Turquie, ça a été, je crois, central. En tout cas, Chirac me l'a toujours expliqué comme ça, en me disant « on n'y arrive pas parce qu'on a peur de se fâcher avec les Turcs ». Et ici, le plus poignant, c'est son testament. Il a souhaité que ses cendres soient dispersées entre la France, l'Arménie et l'Artsakh. Le saviez-vous ? Oui, je connaissais. Vous savez, puisqu'il a été porté un peu comme un héros pour avoir arraché au Parlement européen cette reconnaissance du génocide arménien, il a ensuite été entouré d'honneur jusqu'à la fin de sa vie. Je lis parce que je ne veux pas faire de faute de prononciation. Il a reçu la médaille prestigieuse arménienne qui s'appelle le Mekbitar. Mekbitar gauche. On prononce toutes les lettres chez vous, c'est bien, gauche. Des mains de l'ambassadeur d'Arménie en France à cette époque. Je crois qu'il a reçu en avril 2011 et le malheureux est mort 2 mois après. Et je sais que selon ses volontés, ses cendres ont été dispersées dans 3 endroits. Une partie dans sa région d'adoption qui était la région de Toulouse, où il était élu et maire d'une petite commune. Aujourd'hui, la jeune génération française, comment perçoit-elle le génocide des Arméniens? Est-ce un sujet enseigné et bien compris dans les écoles ou reste-t-il une histoire lointaine? Alors, le génocide arménien est bien sûr étudié dans les écoles. Oui. Dire qu'on y passe suffisamment de temps, ça serait abusif. Non, bien sûr. Passe tout ça. L'enseignement de l'histoire n'est plus aussi fort qu'il était en France, hélas. Mais le président Macron a pris une décision en 2019 en instituant chaque année, le 24 avril, la journée annuelle de la commémoration du génocide arménien. Alors chaque année, dans beaucoup de villes en France, là où il y a des monuments, la communauté arménienne se réunit avec les élus et puis il y a des discours, il y a des commémorations. Ça fait vivre cette mémoire-là. Par exemple, moi j'habite une partie de l'année à Cannes, eh bien à Cannes, il y a un très très beau monument arménien sur la Croisette. Dans la ville voisine qui s'appelle Mandelieu, qui est une ville où il y a des ports de plaisance, eh bien là aussi, il y a récemment, je faisais mon footing et il y avait un attroupement et c'était l'inauguration d'un nouveau monument récent pour la communauté arménienne. Donc, votre communauté arménienne est bien vivante en France, sauf que la population arménienne ne fait jamais de bruit.
c'est une population intégrée, travailleuse, parfaitement bien. Je ne crois pas qu'elle ait de problème, elle, j'espère qu'elle ne souffre pas de problèmes dont peuvent souffrir les Français d'une façon générale, mais ça s'est toujours bien passé. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'au-delà du soutien officiel de l'État qui est bien connu, je m'intéressais à la perception plus profonde au sein de la société française. Bon, comme nous parlions des connexions, des liens, alors parlez-nous de votre connexion avec l'Arménie et les Arméniens. Alors, moi, j'ai découvert l'Arménie grâce à Charles Aznavour. Oui. J'étais jeune journaliste à l'agence France-Presse, chargé des affaires judiciaires, quand il a eu des ennuis fiscaux, parce qu'un de ses conseillers fiscaux lui avait recommandé de mettre son argent en Suisse. Il l'avait fait sans prendre assez de précautions. Enfin bref, il a fait l'objet d'un procès retentissant que j'ai suivi de bout en bout. Et le premier jour, je ne sais trop pourquoi, nous avons sympathisé. Je crois savoir pourquoi, parce que j'ai été le premier à connaître ces ennuis judiciaires. Je l'ai appelé ce qu'on appelle un scoop chez les journalistes. Et je lui ai dit, je n'écrirai jamais de dépêche d'agence sans vous donner la parole dans le même texte, pour qu'il y ait l'accusation et la réponse, et la défense. Et je crois qu'il a été touché, son avocat avec lui, et nous avons établi des liens de grande proximité avec sa sœur Aïda, qui nous a quittés il y a quelques jours, avec son beau-frère, le compositeur Garvarins, etc., etc. Et nous avons gardé des bonnes relations. Et puis, un jour, je lui dis, mais Charles, toute cette affaire vous abîme, parce que ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit, en France et dans le monde même. Et je lui dis, vous devriez, vous, le fils d'Arménie, l'enfant issu de cette terrible histoire, vous devriez écrire vos mémoires pour ne pas que le public reste sur cette affaire fiscale. Et il ne me répond pas. Et 15 jours après, je le recroise et je lui dis, mais Charles, il faut écrire vos mémoires et tout. Et là, il me dit, ah, vous m'ennuyez. Il s'énerve et il me dit, mais vous m'ennuyez. Et c'était en quelle année? En 1972. Vous n'étiez pas né, de très loin. Et il me dit, vous voulez l'écrire, ma vie, écrivez-la. Et j'ai dit, ben, chiche, allons-y. Et c'est comme ça que j'ai écrit la biographie, avec l'aide de toute la famille, avec lui. Je suis allé l'interviewer partout où il était, à New York, quand il chantait au Carnegie Hall, en Suisse, où il avait établi sa résidence. Donc, je l'ai vraiment côtoyé longtemps, pas tout à fait la fin de sa vie, parce qu'il s'était un peu isolé, mais quand il tournait des feuilletons télévisés, par exemple, et tout, je l'ai rejoint sur plusieurs tournages. Et il a été ma porte d'entrée dans l'histoire de l'Arménie. Et puis j'ai eu la chance aussi, lorsque je présidais l'Union de la presse francophone, d'assister aux assises de la presse francophone qui se tenaient à Erevan. Ça, c'est l'essentiel des liens que j'ai avec l'Arménie. Alors, Charles Aznavour vous a ouvert les portes vers la petite Arménie. Oui, pourquoi vous me dites petite Arménie? Parce que l'Arménie est toute petite sur la carte. Oui, mais il y a des peuples qui occupent peu de place sur la carte du monde et qui, par leur histoire, par leur culture, sont des peuples importants. On ne va pas citer ceux qui sont aujourd'hui en proie à l'actualité, mais on sait très bien que non, le peuple arménien, d'ailleurs, toute la diaspora arménienne dans le monde, a réussi à faire vivre l'Arménie plus grande qu'elle n'est réellement. Je crois qu'il y a l'image de l'Arménie est plus puissante que le pays lui-même, qui connaît, hélas, des difficultés de frontières, comme il en a souffert récemment. La moitié de vos livres, 6 sur les 12, sont consacrés au général de Gaulle. D'où vient cette fascination? Est-ce que la figure de Charles de Gaulle nous dit encore quelque chose de la France de 2025? Écoutez,
Le général de Gaulle pourrait être oublié malgré tout ce qu'il a fait pour la France. L'appel du 18 juin depuis Londres pour sauver la France occupée par les Allemands, il était un homme seul. Il est allé jusqu'au bout de l'aventure et la France a été libérée. Oui. C'est très important. Oui. Ensuite, quand il a créé la Ve République en 1958, malgré toutes les turbulences de la vie politique française, et elles sont grandes en ce moment, nous vivons encore sous le régime de la Ve République avec des institutions dont nous avons hérité du général de Gaulle. Ce n'est pas rien. S'il n'y avait pas la Ve République, si nous étions restés avec le fonctionnement de la IV République, la France qui est malade aujourd'hui, elle serait morte. Oui. Elle serait morte. Donc, moi, je suis fasciné par l'histoire contemporaine, et je suis aussi fasciné par l'ambition, par l'esprit de la grandeur. Or, le général de Gaulle incarnait ça pour moi. La droiture, l'honnêteté, quelqu'un qui ne cherche pas à s'enrichir, quelqu'un qui fait le bien commun pour son pays. Ça continue aujourd'hui à me fasciner. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches avant d'écrire le premier livre, qui était la première biographie de Gaulle chrétien, qui s'appelle Charles le catholique. J'ai passé 14 mois entiers dans les archives, parmi la poussière et les vieux papiers, pour rechercher des choses qui n'avaient jamais été écrites, et afin de brosser un portrait de Gaulle chrétien. Qu'est-ce que la foi chrétienne chez de Gaulle a changé chez l'homme, chez le soldat et chez le chef d'État. Et j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de succès avec ce livre. Nous avons fait plusieurs magazines à la télévision. J'ai obtenu une distinction honorifique d'une société littéraire. Donc, tout ça a bien marché. Le général de Gaulle, pour répondre plus précisément à votre question, il est d'actualité parce que tous les hommes politiques de tous les bords, de la droite à la gauche de la gauche, en France, se réfèrent au général de Gaulle. Parfois, ça a un côté surréaliste de voir des gens qui sont si loin de ces valeurs, mais qui le citent en référence parce qu'il est aujourd'hui une sorte de balise, une sorte de repère dans ce désordre politique. Donc, il existe encore comme ça. Et puis, aussi, moi, je ne peux pas faire un salon du livre sans être assailli par du public qui me parle de Gaulle, y compris ce qui est nouveau depuis 4-5 ans. Je vois des jeunes de moins de 30 ans, notamment des étudiants, mais pas uniquement, qui viennent et qui, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter un livre, me posent des questions sur le général de Gaulle, parce que c'est redevenu un personnage central. Le forum sur la paix s'est achevé à Paris. Nous savons bien qu'actuellement, le monde entier est en proie au chaos. Quel est votre sentiment envers cette nouvelle édition de ce forum? Je vous dois de vous dire la vérité. Le résultat est décevant. Pourquoi? Il y a très peu de chefs d'État. Il n'y a aucun chef d'État de grande nation. C'est quelque chose, c'est la 8e édition. Oui. Mais le processus s'est endormi. Aujourd'hui, alors j'ai repris, puisque je savais qu'on allait en parler, ça traite aujourd'hui Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. C'est un peu, c'est beaucoup, quoi. C'est vague comme thème. Donc, par exemple, la presse française n'en parle pas. Oui. Ça a ouvert hier, ça dure 2 jours. Il n'y a pas du tout d'articles dans la presse. Mais j'ai vu des retours sur la chaîne TF1. Oui, en 20 secondes. Vous savez comment on expédie une information en 20 secondes. Non, c'est dommage parce qu'il y a des turbulences dans le monde. Il y a des zones complètes dont on parle peu, comme le Soudan, par exemple, et d'autres endroits comme l'Ukraine, comme Israël, etc., dont on parle quotidiennement. Il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de désordre dans le monde, et ce forum de la paix
Je pense qu'il ne survivra pas au président Macron, que lorsque le président Macron quittera le pouvoir, je pense que cette initiative tombera, sauf à renaître sous une autre forme, mais elle est trop généraliste, elle n'est pas assez... il eût fallu choisir un thème bien précis pour avancer et faire venir de grands leaders. Les États-Unis ne sont pas là, la Russie n'est pas là, la Grande-Bretagne n'est pas là, le président allemand ne s'est pas déplacé. Il y a pas grand monde. Mais si on parle de la paix en général? La paix, bien évidemment. Tout ce qui concourt, comme ce forum pour la paix, tout ce qui concourt à apaiser les tensions, à arrêter les guerres quand elles sont déjà déclarées, tout ça est positif. On ne peut que souhaiter la réussite. Quand je vous dis que c'est pour moi une sorte d'échec, ce qui se passe aujourd'hui à Paris, je ne le dis pas avec plaisir, je le regrette. J'aurais préféré que ce soit quelque chose de structuré. Et puis, vous savez, il y a une image de la France qui est un peu controversée aujourd'hui, il faut aussi le dire. Moi, je suis français, j'ai le droit de le dire. Il y a un président de la République, là ce matin, nous avons de nouveaux sondages, il n'y a plus que 11% des Français qui le soutiennent. C'est terrible d'avoir un Français sur 10 qui soutient son président. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que la France ne se trouve pas aujourd'hui dans une position d'être un entraîneur, d'être un meneur, d'être à l'initiative. Son autorité n'est plus assez grande pour porter de grands événements comme ce forum de la paix. Et encore une fois, je crois qu'il faut le regretter, car la situation du monde, les tensions qu'il y a dans le monde, justifieraient que la France du général de Gaulle, permettez-moi d'y revenir, retrouve de la force. Nous avons, à cette époque du général de Gaulle, connu des traités de paix signés, notamment au château de Versailles et tout. Aujourd'hui, on est très loin d'avoir cette force diplomatique dans le monde. Merci beaucoup, Gérard Bardy, pour cette interview. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre invité était Gérard Bardy, journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière à l'AFP et au Monde. Et si nous revenons de Paris, c'est pour mieux nous plonger au cœur de la francophonie, car il n'y a pas de date précise pour célébrer une langue et des valeurs partagées. Et notre prochain sujet en est la parfaite illustration. L'Arménie entretient une relation riche et dynamique avec l'Organisation internationale de la francophonie, marquée par un engagement politique et culturel croissant. Bien que le français n'y soit pas une langue officielle, l'Arménie est devenue un acteur important au sein de l'espace francophone. En 2012, elle est devenue membre de plein droit de l'OIF lors du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Le point culminant de cet engagement a été l'accueil du 17e sommet de la francophonie à Yerevan en octobre 2018. Cet événement a rassemblé de nombreux chefs d'État et de gouvernement, plaçant l'Arménie au centre du monde francophone. L'Arménie est engagée dans plusieurs secteurs de la francophonie, notamment dans celui de l'éducation. Plusieurs universités arméniennes sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie et un campus numérique francophone est implanté à Yerevan. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un homme au parcours riche dans l'enseignement supérieur. Mohamed Kettata possède une longue expérience universitaire dans les domaines de la formation, de la recherche, de la technologie, de l'administration et de la coopération scientifique internationale. Il soutient de nombreuses actions liées au développement de la francophonie scientifique. Il a été directeur de l'AUF, Europe centrale et orientale, puis recteur de l'ESFAM, l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Il vient de prendre sa retraite cette année, mais il reste très attaché à la francophonie et a beaucoup à partager avec nous. Bonjour, Monsieur Kettata, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour et bonjour à toutes et à tous, et ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous.
Merci. Monsieur Ketata, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à la francophonie universitaire. Qu'est-ce qui a initialement motivé cet engagement? Qu'est-ce qui a motivé mon engagement? C'est tout d'abord en fait une belle langue que nous partageons depuis justement des siècles, si je peux dire. La francophonie est un espace d'expression, c'est un espace d'écriture, c'est un espace de développement et qui permet justement à des jeunes de faire vraiment de belles carrières scientifiques dans le monde. Oui. Monsieur Ketata, on parle souvent de ce que la francophonie apporte à ces pays membres, mais de l'autre sens, d'après vous, qu'est-ce que l'Arménie peut offrir à l'OIF? Quel potentiel y voyez-vous? D'abord, l'Arménie est un pays francophone, je dirais, depuis plusieurs années. Oui. Et d'abord, il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous l'avez bien rappelé également, plusieurs universités de l'Arménie sont membres de la francophonie scientifique. C'est le dynamisme qui existe à l'intérieur de ce pays et je dirais ses relations à travers le monde. La langue française est une belle langue qui est partagée, qui est justement utilisée également en fait en Arménie. Elle est enseignée et l'adhésion de plusieurs universités arméniennes le prouve bien. D'un autre côté, l'Organisation internationale de la francophonie, comme vous l'avez bien rappelé, a choisi de faire son sommet, son 17e sommet, si j'ai bien compris, 17e sommet. Oui. En 2018. L'AEF est présente, l'Agence universitaire de la francophonie est présente également depuis plusieurs années, et l'AEF a aussi un bureau national à Erevan, très actif et très dynamique. Mais d'après vous, qu'est-ce que l'Arménie peut apporter à l'OIF, à offrir à l'OIF? L'Arménie, qu'est-ce qu'elle peut offrir justement? Oui. Cette belle jeunesse qui parle et qui partage cette belle langue au quotidien, ça c'est un. L'Arménie, c'est un espace d'échange et de liberté, et vous l'avez bien exprimé en 2018 au sommet. L'Arménie est un pays, pour nous, dans le Caucase, un pays important. Il est au cœur du Caucase et dans ce cas, sa francophonie reste vraiment riche, dynamique et, je dirais, contagieuse, si je peux dire. Et comment évaluez-vous le dynamisme des universités au sein de l'Agence universitaire de la francophonie? Vous avez été le recteur, le dirigeant régional. Oui, ce qui est certain, c'est que j'étais seulement le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie depuis 2016 jusqu'à là récemment, mon départ très récent à la retraite. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette région et ce pays. Nous avons plusieurs universités membres. L'Arménie a choisi depuis un certain temps même d'héberger une université française d'Arménie, l'UFA, sans dire le dynamisme des autres universités, comme l'Université d'État d'Erevan, l'Université de Bruchov, l'Université d'architecture et plein d'autres, l'Université pédagogique également, et si je me souviens bien, et même une dernière université qui s'est associée en fait aussi à l'AEF, je pense à Beauviane. C'est l'université pédagogique. Exact. Oui. Exact. Sans parler de la francophonie dans les autres villes comme Goumri et d'autres. Qu'est-ce que c'est l'ESFAM et quelles opportunités l'ESFAM peut offrir aux étudiants arméniens? Ici, peu d'étudiants connaissent la logique de fonctionnement de l'ESFAM. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe centrale et orientale, quand il y avait eu particulièrement l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à la francophonie institutionnelle, comme cadeau de la francophonie institutionnelle, eux, ils ont poussé à la création, de la direction régionale
de l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale à Bucarest. Ça, c'est ce qu'a eu Bucarest. Et ce qu'a eu la Bulgarie, elle a eu cette belle école qui s'appelle l'ESFAM, l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Et donc, ces deux pays-là, bien sûr, font partie de l'Union européenne, font partie de la francophonie, et maintenant, ces deux pays jouent dans la cour des grands. L'ESFAM, c'est très simple, c'est un établissement qui a eu des diplômes délocalisés des universités membres de l'AEF. Bien sûr, quand il a été créé, cette école a été confiée à l'Agence universitaire de la francophonie en gestion quotidienne. Et donc, nous avons dispensé des formations francophones, des universités françaises, belges, suisses, etc., canadiennes, au sein de la Bulgarie. En fait, en clair, ça a été une manière de rapprocher la diplomation francophone dans nos pays de l'Europe centrale et orientale. Et quels sont les avantages de l'ESFAM? L'avantage de l'ESFAM pour un étudiant francophone de la région Europe centrale et orientale, il était prioritaire et ça lui permettait par exemple, de faire un master en 1 an, un master, par exemple, de l'Université de Nantes, de l'Université de la Sorbonne, également, Université Paris-Sorbonne. Donc, c'est-à-dire, ce sont des masters qui sont délocalisés avec un corps enseignant 100%, je dirais, des universités diplômantes. Et en plus, ça permet à nos étudiants de la région d'avoir également un financement, une bourse d'études quand ils viennent de l'Europe centrale et orientale. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui hésite à continuer de faire ses études francophones? Moi, je dirais, ils ont tout à gagner vraiment. D'abord, de faire leurs études, par exemple, en Arménie. Et après, ils peuvent justement choisir un domaine de spécialité dans le domaine du management ou de l'administration ou dans le domaine de la gestion. Pourquoi? Parce que quelle que soit la spécialité qu'on fait, y compris des études d'ingénieur ou des études littéraires, demain, nous avons à occuper des responsabilités. On commence bien sûr simple cadre, simple intervenant, et demain, on aura à se spécialiser. Se spécialiser également, c'est d'avoir des équipes aussi à mener, des équipes à animer. Et dans ce cas, c'est le plus que pouvait offrir l'ESFAM à ses étudiants, à la fois des jeunes diplômés, mais en leur donnant justement la compétence complémentaire dans le domaine des sciences de gestion, du management et de l'administration. Je suis sûre que vous avez contacté aussi, que vous avez gardé de bons contacts avec les étudiants arméniens. Quelle est votre opinion? Ce qui est certain, c'est que ce sont des étudiants, à la fois bien sûr travailleurs, qui réussissent généralement bien, mais également des bons fêtards, si je peux me permettre, parce que la coutume de cette école, l'ESFAM, avait pendant des années ce qu'on appelle la soirée pays. Et je peux vous assurer que la soirée arménienne a été toujours très dynamique, animée à la fois par l'art culinaire, par les aspects culturels, de la musique, et je dirais une présentation qui était faite toujours par ces étudiants-là, de parler de leur pays. Et bien sûr, l'Arménie, au-delà de vos étudiants, c'est un pays qui est, je pense, très connu dans le monde par les grandes célébrités que vous avez, je dirais, semées ou envoyées un peu partout dans le monde. Sans bien sûr citer le plus célèbre des Français, Charles Aznavour, paix à son âme. Pour motiver un non-francophone d'apprendre la langue de Molière, quel mot français pourriez-vous alors apprendre juste maintenant? Un mot français? Oui, un mot. C'est ma question préférée. Je la pose à toute personne que j'interroge sur la francophonie. Le
le mot français, c'est que c'est une belle langue. C'est le charme de cette langue-là qui permet justement de l'apprendre très facilement. Donc, je préfère le charme de la langue qu'il faut continuer à avoir. Et les Arméniennes et les Arméniens le font très bien. Et votre message soit un souhait destiné aux étudiants arméniens? Moi, j'ai envie de leur dire surtout, quelles que soient les études qu'ils font, universitaires et au-delà, c'est de maîtriser parfaitement d'abord leur langue maternelle et l'anglais. Vous voyez que je défends la francophonie, mais et l'anglais. Parce qu'il faut parler ces deux langues-là, je dirais presque au même niveau dans le monde. Mais le plus qu'ils peuvent avoir vraiment, je dirais partout où ils vont, c'est la langue française. Elle a un charme particulier, elle a un message particulier, et je peux vous assurer qu'avec ces trois langues-là, ils peuvent circuler un peu partout dans le monde, et particulièrement dans le monde francophone. Aujourd'hui, presque une centaine de pays, sans exagérer, font partie de l'OIF, plus de 1000 universités membres à travers le monde pour la francophonie scientifique. C'est une langue de la diplomatie scientifique. Et ma toute dernière question est qu'est-ce que la francophonie a apporté, a offert à vous personnellement? La francophonie, qu'est-ce qu'elle m'a offert à moi? C'est aussi la réussite, je dirais. Ça m'embête de le dire, en fait, de s'auto-satisfaire, mais ce qui est certain, ça m'a permis de faire une belle carrière, à la fois qui a commencé par l'industrie, puis dans un monde universitaire, une longue carrière, et puis à l'international. Et comme j'étais chanceux, si je peux dire, d'abord d'avoir fait la connaissance de votre pays, de vous, mais également de découvrir sincèrement la plus belle région du monde qui s'appelle l'Europe centrale et orientale. Je le dis et je le répète. Merci beaucoup et merci encore pour votre contribution à la francophonie. Merci et merci à toute l'Arménie également. Merci d'être avec nous. Notre invité était Mohamed Kettata. Passons à un autre sujet. La question des transporteurs routiers arméniens est désormais dans une impasse. De nouvelles réglementations mises en œuvre en Russie ont provoqué une onde de choc dans le secteur, affectant directement des milliers de conducteurs. Le problème a bien été évoqué la semaine dernière lors d'une session de l'Union économique eurasiatique, l'alliance économique dont les deux pays sont membres. Si Moscou se dit informé, le flou le plus total demeure quant à une possible issue, son calendrier et ses modalités. Au cœur du problème se trouve un changement de statut. La nouvelle loi russe tend à considérer ces chauffeurs comme des travailleurs migrants, alors même que leurs contrats de travail sont établis avec des sociétés basées en Arménie. En conséquence, nombre d'entre eux ont été inscrits sur le registre des personnes sous contrôle de la Fédération de Russie. Une classification qui n'est pas sans conséquence. Ils s'exposent à des sanctions pouvant aller d'une interdiction de territoire de 3 ans à l'expulsion pure et simple, voire à des peines de prison. À Yerevan, le gouvernement assure que des démarches diplomatiques sont engagées, mais sur le terrain, l'inquiétude se mue en colère. Les chauffeurs exhortent leurs dirigeants à obtenir de Moscou une clarification essentielle. Leur statut n'est pas celui de migrants, mais de professionnels étrangers en transit, employés par des entités arméniennes. Au-delà de l'enjeu humain pour des milliers de familles, ce dossier revêt une importance stratégique capitale pour l'Arménie. Dépourvue de frontières communes avec la Russie enclavée et aux relations tendues avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie dépend quasi exclusivement de la route passant par la Géorgie, le col du Haut-Lars, pour ses échanges commerciaux avec son principal partenaire économique. Ces chauffeurs routiers ne sont pas de simples individus, ils sont le maillon essentiel d'une chaîne d'approvisionnement qui fait vivre une large partie de l'économie arménienne. Fragiliser leur statut revient
parviennent à menacer directement les exportations et importations du pays. Dans ce contexte tendu, il est difficile de ne pas voir dans cette mesure présentée par Moscou comme une simple mise en conformité administrative, un possible levier de pression politique. Cette crise survient alors que les relations entre les deux alliés historiques se sont considérablement refroidies. Yerevan reproche à Moscou son inaction lors du conflit du Haut-Karabakh et diversifie depuis ses partenaires stratégiques, se tournant de plus en plus vers l'Occident. Cet imbroglio réglementaire sert donc de test à la solidité et à la pertinence de l'Union économique eurasiatique. Est-elle capable de protéger les intérêts de ce plus petit membre face aux décisions unilatérales de Moscou? Pour l'heure, le silence et l'incertitude qui entourent ce dossier laissent penser que pour ces chauffeurs arméniens, la route vers une solution est encore longue et semée d'embûches. Bien au-delà des seuls défis logistiques. Le problème des chauffeurs routiers arméniens reste sans solution. Suite au durcissement des lois migratoires en Russie, les chauffeurs ne peuvent désormais séjourner sur le territoire de la Fédération que 90 jours par an au lieu des 180 jours précédents. Ceux qui dépassent ce délai s'exposent à des amendes, des arrestations et même à une expulsion du pays avec une interdiction d'entrée de 3 à 5 ans. Cette disposition de la loi qui s'applique également à nos citoyens et plus particulièrement aux transporteurs viole à la fois la Convention de Chicago que j'ai mentionnée et l'accord de l'Union économique eurasiatique. Les chauffeurs affirment qu'il leur est impossible de respecter ce délai de 90 jours en raison des longues attentes à la frontière de Lars. Ils ont organisé des manifestations devant le gouvernement et ont écrit au vice-premier ministre, exhortant l'exécutif à négocier avec la partie russe pour assouplir ces nouvelles réglementations à leur égard. Ils ont même bloqué des routes interétatiques pendant une journée entière en signe de protestation. Le gouvernement a assuré à plusieurs reprises être en pourparlers avec la Russie pour résoudre le problème. C'est un sujet que nous discutons avec la Fédération de Russie. Cela ne concerne pas seulement nous, mais aussi les autres membres de l'Union économique eurasiatique. Auparavant, le ministre de l'économie, Gevorg Papoyan, avait déclaré que ses homologues russes avaient reconnu la pertinence de ces préoccupations et avaient déjà mis en circulation interne une initiative législative. Cette déclaration a été suivie par celle de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon qui la Russie est déterminée à résoudre rapidement le problème soulevé. Le vice-premier ministre Mer Grigoryan a également abordé ce sujet lors de la session du Conseil économique eurasiatique. Ces mesures et déclarations du gouvernement satisfont-elles les chauffeurs? Pour l'instant, la solution à ce problème ne dépend que de la partie russe. Et nos chauffeurs le comprennent très bien. Mais d'un autre côté, nous comprenons tous que plus la résolution de ce problème tarde, plus les problèmes s'accumulent et plus le secteur du transport de marchandises en souffre considérablement. Un des chauffeurs nous a également confirmé qu'ils sont actuellement dans une phase d'attente, espérant que la question sera bientôt résolue. En ce moment, nous attendons une réponse pour comprendre nos prochaines actions. Par ailleurs, dans ce contexte, le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk a annoncé que l'Azerbaïdjan avait confirmé qu'il autoriserait également le transit des marchandises russes destinées à l'Arménie via son territoire. Cette semaine même, le premier ministre Pachinian avait déclaré que l'Arménie était prête à assurer le transit de camions de la Turquie vers l'Azerbaïdjan et en sens inverse via son territoire. C'est ce que nous avions préparé pour cette édition récapitulative de la semaine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite une excellente soirée. À très vite.